Christophe Marty. Bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit à Entretemps aujourd'hui, qu'on prend 30-40 minutes, enfin le temps d'une pièce musicale peut-être, pour parler avec vous de vos activités de compositeur, de musicien, qui a un intérêt marqué pour les archives, pour les singularités musicales et temporelles. On va parcourir un peu vos œuvres et vos intérêts. Ce qui est certain, c'est que au cours de votre carrière, à la fois comme compositeur, comme chef de chœur, vous avez collaboré avec des historiennes, des archivistes. Vous avez soutenu une thèse sur un compositeur africain-américain du second XXe siècle. Vous avez été chargé de cours à Sciences Po pour un cours sur le temps musical et le temps politique. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, et c'est ma première question, pourquoi est-ce que c'est important pour vous de lier création musicale et recherche académique ? Quand on est musicien aujourd'hui au XXe siècle, on est de toute, enfin je suis un musicien du XXe siècle, en réalité je suis né au XXe siècle, on a de toute façon une conscience historique de sa discipline. Quand on veut composer, on est traversé la musique du passé, forcément. On ne peut pas innocemment se mettre à faire des choses sans aucune conscience historique. Et comme vous le savez, la conscience historique, c'est développer dans l'esthétique, dans l'art, singulièrement à la fin du XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Et nous, moi j'ai étudié par exemple au Conservatoire de Paris et j'ai fait une classe d'histoire de la musique. J'ai aussi fait la classe d'esthétique de Rémy Stricker. Donc c'était des classes où on était vraiment conscient, on conscientisait tout l'apport de l'histoire. Donc on étudiait les œuvres du passé, on étudiait les formes, on analysait véritablement les œuvres du passé. Donc on vient pas nulle part, enfin on vient pas en tout cas du présent uniquement, même si parfois la prétention de l'avant-garde au XXe siècle, ça a été de faire une sorte d'oubli du passé et d'essayer de recréer à nouveau fond l'art, la musique. Ça c'est vrai que ça existait, c'est une chose à laquelle j'ai été confronté aussi en tant que musicien, bien sûr, cette idée de... Je me souviens d'avoir fait un débat avec Xenakis, Yannis Xenakis, le compositeur fameux, très remarqué, enfin très grand compositeur. On débattait ensemble à Polytechnique. Et il me disait, moi, je pense qu'il faut faire comme en Chine, au moment de la révolution culturelle, oublier totalement le solfège, oublier totalement l'écriture du passé pour refaire complètement autre chose. Et je lui avais fait remarquer que c'était une position un peu totalitaire, enfin totalisante. Voilà. Donc ces débats-là, je les ai connus. Mais l'intérêt pour l'histoire, et donc pour les supports de l'écriture musicale, puisqu'on va beaucoup parler de manuscrits aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'assez naturel quand on est compositeur et qu'on est musicien classique, ce qui est mon cas au départ. Hein. Piano, direction d'orchestre et de chœur, enfin je suis vraiment un musicien de formation classique. Donc ça passe par l'écriture. Alors, parmi toutes ces rencontres avec des œuvres, des auteurs de la recherche académique, il y a une rencontre qui vous a beaucoup marqué, c'est celle avec Arlette Farge, qu'on connaît bien entre-temps, qui est venue faire une entrevue, qui a été assise sur ce même fauteuil que celui sur lequel vous êtes assis aujourd'hui. Et pour vous, ça a été une rencontre en plusieurs temps, avec Arlette Farge, mais qui avait au centre de vos intérêts communs celle en effet du manuscrit, du rapport au manuscrit, les manuscrits des archives judiciaires du XVIIIe siècle pour Arlette Farge, les manuscrits musicaux pour vous, et ça s'est lié. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment sont passés les premiers échanges avec Arlette Farge ? Oui, je voudrais d'abord dire que c'est une rencontre un peu inopinée pour un compositeur, de rencontrer une historienne finalement, et de la rencontrer sur un intérêt commun pour le sonore, mais le sonore passant par les archives historiques. Et ça, pour ça, il faudrait un peu expliquer mais pourquoi la démarche d'Arlette Farge s'intéresse au sonore. Moi, je l'ai connue beaucoup par la radio, quand elle faisait des émissions à la radio, à France Culture, et j'ai été sensible à sa voix. J'ai été sensible aussi à l'émergence de son objet d'étude autour de l'histoire des femmes, et qui petit à petit mettait à jour des documents, une façon de voir l'histoire complètement différente, presque comme une contre-histoire, si vous voulez. Il y a l'histoire officielle, enfin l'histoire académique, vous avez prononcé le mot académique, moi je ne mettrais pas Arlette Farge dans l'académisme, justement, parce que à sa génération d'historiennes, évidemment Michel Perrault, Geneviève Fraisse, tous les gens issus de l'histoire des sensibilités, c'était nouveau, c'était des nouvelles voix pour moi. Et donc je crois que c'est ça qui m'a attiré vers son œuvre, et quand j'ai découvert des œuvres comme Le désordre des familles, qu'elle avait écrit avec Michel Foucault, sur les lettres de cachet, qui partaient vraiment des manuscrits trouvés aux archives nationales, de familles qui cherchaient à dénoncer des proches, qui dénonçaient le comportement des proches pour les embastiller, en fait. Et le roi avait le pouvoir,
relativement arbitraire à l'époque, d'embastiller des gens. Mais pour ça, il fallait qu'il y ait un argumentaire écrit. Et Arlette Farge et Michel Foucault, au début des années 80, ont écrit ce livre merveilleux qui s'appelle Le désordre des familles, qui a déjà un très beau titre, et donc où ces documents sont... on peut les lire en direct. C'est comme si on était invité à plonger dans ces archives. Alors quand je dis inopiné, c'est qu'est-ce qu'un musicien va faire avec ça? Alors je pense que dans mon cas, l'idée de sortir du périmètre conventionnel du rapport texte-musique était la motivation principale. Vous savez, quand on est compositeur, finalement, on écrit beaucoup de la musique sur des textes comme des poèmes, la poésie, des textes littéraires, finalement. Hein, c'est la grande tradition romantique et post-romantique, on écrit sur des poèmes. Bon. Et j'ai eu ce désir très profond de sortir de ce périmètre-là et, comme compositeur, de voir ce que je pouvais travailler avec des documents complètement vernaculaires, on va dire, complètement qui viennent de tout ailleurs, de tout autre document que ceux qui sont légués par la tradition déjà assez peaufinée de la poésie, de la littérature, des livrets dans le cas des opéras, etc. Et donc il y a une sorte de transgression un petit peu quand même des limites imposées par la tradition au rapport texte-musique. Parce que dans les archives, on a affaire à des paroles qui sont ni rimées, ni rythmées, ni métriques, ni faites pour être autre chose que ce qu'elles sont, d'une certaine manière. Donc tous ces documents, ces archives, est-ce que ce ne serait pas comme une sorte de partition inachevée, inaboutie, une partition inconsciente, je dirais d'elle-même, dont on peut tirer des choses, tirer de la musique, des sons, à travers des voix d'aujourd'hui. Voilà, c'est un peu la motivation première. Oui, c'est vraiment dans ce lien entre le texte et la parole, entre l'archive et les voix qui y résonnent, que s'est situé votre intérêt commun. Alors, qui n'a pas commencé par une collaboration musicale, en fait, parce qu'on y est peut-être déjà, mais en fait, ça a commencé très directement par un entretien que vous avez fait avec elle. Et dans cet entretien, qui a été réalisé en 2005, qui s'appelle « Quel bruit ferons-nous ?», cet entretien, c'est un entretien que vous faites, vous, avec Arlette Farge, vous, musicien, et je crois que c'est une demande même d'Arlette Farge que ce soit non pas un historien, une historienne ou un chercheur, une chercheuse, mais vous, Jean-Christophe Marty, qui fasse cet entretien. Pourquoi ? Je vous ai parlé du fait qu'il y a une sorte de sortie des périmètres de la Convention dans le travail d'Arlette Farge, et chez moi une sorte d'attirance pour des matériaux qui sortent justement de ce que conventionnellement on désigne pour les compositeurs, tu vas mettre en musique un livret, tu vas faire une narration ou un poème. Donc on s'est bien entendu avec Arlette Farge sur l'idée de la sensibilité comme écoute des archives, comme si on s'était retrouvé sur la notion d'écoute des archives. Les archives, c'est fait pour être lu. Arlette Farge, elle n'y cherche pas seulement des informations, si vous voulez. Elle ne va pas mettre les archives en statistique uniquement. Ce n'est pas quelqu'un qui va simplement se servir des archives pour avoir un narratif d'événements ou pour se dire il s'est passé telle chose à tel moment. Enfin, c'est d'écouter la manière, la forme des paroles orales qui sont dans les archives. C'est ça le paradoxe. Et c'est là que ça rejoint profondément la musique, en fait. Je m'aperçois en vous le disant. C'est-à-dire que les archives, pour elle, sont des notations de quelque chose qui s'est passé oralement. Et c'est vrai, parce qu'un commissaire de police, quand il interroge les gens en plein conflit, en pleine dispute, il y a deux personnes qui se présentent devant lui et il les interroge pour savoir qui pourrait avoir fait tel délit, comment les personnes en parlent. Tout ce discours-là, il va être noté par des greffiers, mais en gardant quelque chose forcément de l'oralité, de la maladresse et des stratégies des gens aussi face au pouvoir. Et des stratégies des gens qui souvent sont analphabètes, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'ont pas le déploiement de l'écriture en eux, qui n'ont pas une rhétorique particulière, qui ne sont pas formés au discours, mais qui vont avoir des tas d'accents, de stratégies, de possibilités expressives aussi, qui sont notées. Donc leur corps, leur voix, leur présence, elle est dans ces archives. Toute cette vie-là, en fait, c'est autour de ça, je crois, qu'avec Arlette Farge, on a pu communiquer facilement. Et donc, ça rejoint effectivement l'idée de la partition, qui est une notation tout à fait froide, d'une certaine manière. Une partition, c'est des notes écrites, mais si on ne les joue pas, il ne se passe rien. Et pour les jouer, il faut les interpréter. Et les archives, c'est la même chose. Il y a vraiment une fonction de l'historienne-interprète chez Arlette Farge. Et encore une fois, cette notion de sensibilité extrême n'est pas contradictoire avec la rigueur scientifique, évidemment. Il ne s'agit pas de dire qu'on fait du pittoresque avec ces archives. Toute l'œuvre extraordinaire d'Arlette, avec tous ses livres, Vivre dans la rue, Le bracelet de parchemin, témoigne de sa volonté de trouver des cadres de pensée pour véritablement faire histoire. Mais
on va y venir. Finalement, ce à quoi ça débouche, c'est aussi à une collaboration musicale et artistique. Dans un projet qui s'intitule « Comment le peuple a-t-il coassé cette semaine ?» et qui lie musique, improvisation, texte, qui prend pour point de départ l'essai pour une histoire des voix au XVIIIe siècle, et qui s'appuie dessus pour, vous le dites, ne pas faire une reconstitution historique, mais une reconstitution de ce que suggèrent les archives. Tout ce matériau sonore des archives, Arlette Farge a essayé de le deviner dans un essai bien précis que vous avez cité, donc un essai pour l'histoire des voix au XVIIIe siècle, dont elle dit elle-même que c'est un essai qui a à voir avec une utopie. C'est-à-dire que les archives, comment entendre les sonorités qui sont contenues potentiellement dans toutes ces archives écrites, cette masse de papier un peu poussiéreuse des archives. Eh bien, comment on peut s'intéresser vraiment aux voix du XVIIIe siècle? Et qu'est-ce que les archives nous racontent sur les qualités de ces voix, les différents statuts de ces voix? Par exemple, vous prenez les voix du pouvoir. Ce qu'elle appelle les voix du pouvoir, c'est typiquement les voix des annonces royales qu'on faisait dans Paris, qui étaient donc claironnées, c'est le cas de le dire, parce qu'elles étaient souvent accompagnées de trompettes. En fait, on disait au peuple telle ou telle annonce, une victoire, une naissance royale, une obligation pour le peuple de réciter des tédéums, etc. Tout ça a été proclamé. Les gens pouvaient difficilement lire. Et quand on placardait une affiche, vous aviez une personne qui lisait aux autres qui répercutaient les nouvelles dans le quartier, y compris les enfants qui entendaient ça et qui allaient répercuter dans les différents magasins, les boutiques, etc. Donc toute cette vie sonore, Arlette en a fait cet essai extraordinaire et c'est vrai que notre désir a été d'essayer de le traduire en son. Alors moi, mon idée de compositeur, c'est de réunir des voix sans m'adresser à un chœur professionnel. C'est-à-dire qu'il y a dans mon travail tout un travail de composition qui se fait avec des chœurs que j'appelle des chœurs d'aventure. Alors on peut dire chœur amateur, mais chœur amateur c'est aussi un petit peu ambigu parce que parfois c'est des chœurs constitués qui se réunissent une fois par semaine sur un répertoire, soit lié à une paroisse, soit lié à des chansons françaises, enfin voilà, ou brésilien, peu importe, mais enfin disons des chœurs amateurs. Là vraiment, j'ouvre à tout le monde, je propose en fait des sessions en invitant tout le monde, qu'on sache ou pas chanter. Qu'est-ce que c'est que savoir chanter? On ne sait pas. Et donc, on découvre un matériau. Alors, je vous donne quelques exemples quand même, parce que peut-être que tout ça paraît un peu fou et un peu flou. Et ça, grâce à Arlette Farge, on a fait un inventaire d'événements sonores qu'on peut essayer de retraduire à notre manière, en sachant qu'on ne peut absolument pas reconstituer. Je vous donne un exemple saisissant, c'est le beau prononcé par les galériens. Donc les galériens, c'est ces files d'hommes qui traversaient Paris à l'aube pour aller rejoindre les galères, notamment à Toulon ou à Marseille. Ils étaient enchaînés les uns aux autres, puisqu'ils étaient déjà prisonniers. Et c'est des files de prisonniers enchaînés qui, pour rythmer la marche, ils ont besoin de rythmer leur marche, parce que sinon, comme vous le savez, quand on est enchaîné, si on ne marche pas au même rythme, on tombe. Hein. Et d'autre part, on les initie par là, si on peut parler d'initiation, on les oblige à une sorte de synchronisation qui va être la synchronisation de la rame, quoi, hein, de ramer ensemble. Et donc, ils ont un son particulier qui s'appelle le beau, qu'on appelle le beau, B-A-U. Et c'est une sorte de son d'onomatopée. Louis-Sébastien Mercier en parle dans les tableaux de Paris. Hein, ce témoin, les tableaux de Paris, c'est un témoin de l'époque, hein, Louis-Sébastien Mercier qui décrit ça. Et ce beau des galériens sinistres que les gens entendent, il est rythmé. Quand quelqu'un vient les visiter avec leur casquette, ils sifflent et ils se synchronisent pour faire ce beau qui prend du coup une autre couleur, quand c'est un salut. Enfin, vous voyez, avec rien que cette onomatopée, le beau, sachant qu'elle est régulière quand on marche et qu'elle est déférente quand on salue quelqu'un, le rythme, la couleur des voix, ce qui est décrit par les archives, par Mercier par exemple, ou Rétif de la Bretonne, je crois aussi, des écrivains donc, mais aussi par des archives policières. Il y a quelque chose à faire avec un chœur. Comment on redonne vie à ce son? Comment on fait? On travaille sur des hypothèses, c'est-à-dire on se dit, on a cette onomatopée, comment on la rythme, quelle couleur on lui donne, et donc c'est un travail de composition orale. Et quand je travaille avec des chœurs d'aventure, je suis vraiment dans une transmission orale d'un matériau, pas d'archives, d'écrits. Et alors comment on fait? Il faudrait le faire là. Mais je veux dire, en tout cas, c'est un travail sur le rythme, c'est un travail sur la couleur vocale, c'est un travail sur peut-être, je dirais, l'atmosphère de ce cri, mais on ne s'enchaîne pas et on ne se fait pas semblant d'être des galériens, je veux dire. On travaille aussi sur la résonance que ça peut avoir, sur l'émotion que ça dégage. Et puis, on en fait quelque chose qu'on peut ensuite amener tout ailleurs. C'est-à-dire qu'avec des trames vocales, avec une écriture différente, on peut bien sûr l'insérer dans un discours compositionnel différent.
ces chœurs d'aventure, ce sont des chœurs, comme vous dites, de personnes qui ne sont pas forcément des gens qui savent lire la musique. Et un peu comme au XVIIIe siècle, on peut chanter, comme depuis toujours en fait, on peut chanter sans savoir lire la musique. Heureusement. Mais on se retrouve dans cette situation-là aussi de une écriture d'une musique, d'une composition, qui s'éloigne beaucoup de la musique savante occidentale. Disons que la musique savante occidentale, elle est beaucoup basée sur l'écrit malgré tout, sur la fixation par écrit, ou sur l'écriture en tant qu'acte compositionnel, disons, mais c'est vrai qu'elle comporte une part d'oralité, puisque son but à cette écriture, c'est quand même d'être mise en son. C'est quand même une écriture qui part du sonore, qui est une sorte d'analyse d'ailleurs du sonore, comme dit si bien une chercheuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Violaine Anger, qui travaille sur la notation musicale, l'histoire de la notation musicale depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Il y a dans la notation musicale, à la fois des paroles et des sons, toute une analyse du fait sonore. Mais ensuite, une fois que cette analyse est faite par l'écriture, on revient aussi au sonore. Enfin, il y a comme une sorte de transition permanente dans l'écriture musicale, de continu, je dirais, entre le corps oral et l'écriture. Enfin, séparer l'écriture et l'oralité, c'est toujours étrange, enfin, de façon binaire, même si on a beaucoup été habitués à ça, nous, dans notre culture occidentale du texte, etc. Donc, c'est vrai que ce que ces archives trouent, on peut dire, c'est cette binarité. Enfin, c'est évident que dans le travail d'Arlette Farge, il y a une recherche qui va au-delà, encore une fois, de la forme et du fond. C'est-à-dire qu'on est dans une nouvelle conception de ce qu'elle écrit. Donc on a fait une sorte de partition transmissible oralement à des gens effectivement qui ne lisent pas forcément la musique, et c'était comme un livret qu'elle a écrit finalement. Et c'est vrai qu'alors comment le peuple a coassé cette semaine, c'est très précis. Toutes les semaines, Louis XV recevait un intendant de police pour un rapport, le mardi ou le jeudi matin, je ne sais plus, et il lui disait comment on coassait les grenouilles cette semaine. Coasser les grenouilles, ça veut dire qu'est-ce que le peuple a dit dans Paris cette semaine. Et donc l'intendant de police lui fait une synthèse de ce que les mouches, les gens qui écoutaient au coin des rues, ont noté. Donc comment le peuple a coassé, ça a été le titre qu'on a donné avec Arlette Farge à cette œuvre, qui est une œuvre ouverte en fait, qui est une œuvre que j'ai réalisée avec des groupes de chœurs totalement différents les uns des autres. Et puis il y a eu des lycéens, au lycée Arago dans le 12e, il y a eu des étudiants à l'université d'Évry, il y a eu un chœur d'aventure aussi à Arcueil, qui est le chœur lié à Nigra, qui est un lieu culturel dans Arcueil. Il y a eu ce travail avec Arlette Farge, mais vous n'avez pas arrêté là l'intérêt pour les archives, et d'une certaine manière, vous avez un goût de l'archive qui s'est développé, puisque depuis quelques années, vous dirigez un chœur d'aventure qui s'appelle le chœur Poulaille, chœur d'amateurs donc, et qui s'intéresse au fonds Poulaille de la maison Raspail à Cachan. C'est un fonds d'archives, et là vous vous faites chercheur vous-même avec certains membres du chœur, puisque vous allez chercher dans les archives de ce fonds des textes à mettre en musique et des musiques populaires déjà existantes, un fonds qui a été constitué, légué par l'écrivain Henri Poulaille. Dont il faut dire que c'est l'écrivain qui veut promouvoir la littérature prolétarienne. Donc Henri Poulaille, qui est mort en 1980, sa date de naissance m'échappe un peu, mais c'est un homme qui a dû naître dans les années 10, j'imagine, ou au début du XXe siècle. Cet homme, il a voulu promouvoir l'écriture des sans-voix, en quelque sorte, c'est-à-dire des ouvriers, des paysans, des artisans. Lui-même était fils d'ouvriers et d'artisans du 15e arrondissement à Paris, donc issu d'un milieu très populaire, et il considérait qu'un des devoirs de l'écrivain au XXe siècle, politique et esthétique, c'était de faire émerger des voix qui n'ont pas le droit, en principe, de s'exprimer du point de vue justement académique. La littérature, elle est quand même le fait d'une certaine bourgeoisie. Il faut avoir fait des études, souvent on a fait des études assez poussées, etc. Bon. Là, on est, avec Henri Poulaille, dans une recherche autour vraiment d'archives de littérature populaire. Et lui-même a édité chez Grasset, a essayé de faire éditer aussi des œuvres d'ouvriers, d'artisans, etc. Donc c'est assez passionnant aussi là, dans le rapport entre l'oralité, d'une certaine manière, et l'écriture. Et dans le fait de transgresser là aussi les périmètres attendus. On en revient un peu au début de ce qu'on se disait tout à l'heure. Comment on sort des périmètres déjà formatés, d'une certaine manière. Donc Henri Poulaille, il lègue à Cachan ses archives dans un office HLM où il habitait, et puis elle reste là pendant plusieurs années, et maintenant Constance Barbaresco et Thomas Leroux,
qui sont de grands chercheurs de l'EHESS et du Centre d'études de l'histoire, ont décidé de valoriser ce fonds, de le classer scientifiquement, d'en faire vraiment un objet utilisable par les chercheurs. Et moi, effectivement, en tant que compositeur et chef de chœur, on m'a sollicité pour voir ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est vrai qu'un chœur d'aventure, c'est l'idéal. C'est-à-dire, on va avec ce chœur dans les archives, on fait ce qu'on appelle des carottages, et on va chercher des partitions, des chansons, sachant qu'Henri Poulaille était un spécialiste des chansons. Il a édité lui-même des recueils de chansons, notamment du Moyen-Âge, et aussi des Noëls anciens. Oui, il a été critique de disques aussi. Enfin, voilà, la musique avait une dimension très importante pour lui, et d'où le fait que dans ce fonds, il y a beaucoup de partitions musicales aussi et d'airs populaires qui sont conservés. Et donc avec, en effet, Constance Barbaresco et Thomas Leroux, hein, qui appartiennent au Centre de recherche historique de l'EHESS, il y a tout un travail qui a été fait à la fois pour connaître le fonds, mais aussi pour le mettre en musique et faire connaître les voix et les chants qui étaient contenus dans ce fonds d'archives. C'est immense, c'est un océan, hein. Je veux dire, c'est tentaculaire, c'est-à-dire qu'il y a des chansons de toutes époques. Là, par exemple, je m'intéresse en ce moment aux chansons à danser, typiquement les éditions parisiennes des chansons que les gens dansaient à la Renaissance et à l'époque baroque, et il y a énormément de recueils. Poulaille lui-même redécoupe des documents, refait des dossiers en fonction de ses publications. Quand vous dites qu'il s'intéresse au disque, avec Charles Wolff, c'est très important, c'est vraiment pionnier à l'époque, l'idée que le disque va permettre de faire diffuser la musique au-delà des cercles justement un peu bourgeois, des concerts, que ce soit d'avant-garde ou classique. Lui, il s'intéresse au disque parce que ça va dans les écoles, ça va dans les hôpitaux, ça va à la limite dans les rues. Enfin, en tout cas, le disque permet une diffusion énorme de la musique classique, alors que la musique classique est un peu réservée quand même à un public d'initiés, vous voyez. Donc il y a vraiment toujours aussi cette idée de sortir des périmètres sociaux prédéterminés. Et donc voilà, Poulaille, on est face à des archives qui sont en cours de classement, tout à fait passionnante, et c'est vrai qu'on a fait des concerts par exemple cette année sur le thème de la santé avec le chœur d'aventure Henri Poulaille, donc à Cachan, et donc on est allé chercher des chansons qui parlent de la médecine alternative de plusieurs époques. Il y a toujours eu, à côté de la médecine officielle, des médecines soit contestataires, soit des médecines de guérison populaire, soit des médecines, des contre-médecines, par exemple la figure de Pasteur, qui est tellement révérée en France. En réalité, il y a tout un moment avec des chansons populaires contre Pasteur, parce que Pasteur, au moment d'une épidémie de choléra, à la fin du XXe siècle, quitte la France. Du 19e siècle. Du 19e siècle, qu'est-ce que j'ai raconté dans les années 1885, je ne sais plus, il quitte la France, alors qu'on espère qu'il va sauver les gens. Donc il y a toutes sortes de... Il est très brocardé à ce moment-là. Ces vaccins contre la rage sont remis en cause. Enfin, il y a tout un courant, on dirait aujourd'hui anti-vax, qui s'exprime par des chansons. Donc c'est quand même intéressant pour nous qui avons vécu il y a quelques années l'épidémie de Covid, de se rendre compte que des courants contestataires de la médecine officielle, de ce que fait l'État avec les vaccins, de ce que font les laboratoires, etc., sont déjà à la fin du 19e siècle brocardés dans des journaux populaires, dans des brochures, dans des chansons. Et donc chanter ça aujourd'hui, c'est pas simplement historique, enfin c'est vraiment nous confronter à des sensibilités qui nous intéressent aujourd'hui, avec des énergies intéressantes. Voilà, donc on a travaillé autour de ça avec le chœur d'aventure. Et ça a donné lieu d'ailleurs à une performance au Festival d'Histoire populaire de Créteil au début de l'été dernier, où il s'agissait à nouveau de faire se rencontrer les archives et un public dans des conditions différentes d'un concert classique. Oui, on partageait avec le public des chansons, d'ailleurs c'était des chansons à danser en l'occurrence, et donc on les partageait in vivo, enfin je veux dire on le faisait sur le moment du concert. Avec l'oralité, moi j'ai travaillé sur des méthodes de transmission, j'allais dire ultra rapides, c'est un peu bête de dire ça, mais disons des méthodes de transmission qui me permettent justement à des gens qui ne lisent pas de partition, etc., quand même de transmettre des choses assez subtiles, même très subtiles d'ailleurs, en quelques... Ça dépend un peu de l'objet artistique, ça peut être en quelques répétitions, ça peut être en 2 heures, ça dépend quel objectif on a. Mais disons que ça m'a beaucoup intéressé comme musicien classique d'origine, de travailler vraiment sur la transmission orale de choses complexes en fait. Hein. Et c'est là qu'on s'aperçoit aussi des possibilités qu'ont beaucoup de gens qui disent à moi chanter c'est pas pour moi. Hein. Moi j'ai toujours chanté faux, on m'a exclu d'une chorale quand j'étais enfant. Il y a énormément de gens qui développent un énorme complexe autour de la voix, chanter. Eh bien quand on arrive à passer outre cette timidité-là, j'ai des stratégies musicales pour ça, musicales, hein, je parle pas d'une thérapie, eh bien c'est extraordinaire parce qu'on s'aperçoit que les gens justement peuvent exprimer énormément de choses avec leur voix sans aucune espèce de préparation de technique vocale, ou plus exactement cette technique elle se fait inconsciemment au fur et à mesure d'un travail et c'est vraiment... Il y a vraiment énormément de possibilités. Et vous voyez à quel point c'est passionnant, le Festival d'Histoire populaire de Créteil, je veux dire, c'est passionnant comme démarche. Et là, on voit émerger effectivement cet objet de l'histoire populaire, peut-être que Gérard Noiriel ou Howard Zinn ont travaillé, qui en France, qui aux États-Unis, l'histoire du peuple, si vous voulez,
qui peut être aussi un peu idéologisé, hein, je ne dis pas le contraire, mais qui nous permet, nous, de faire émerger énormément de matériaux qui sinon resteraient dormants quoi, dans des archives. Oui. Oui, et puis vous parliez de la façon de faire que on chante et que tout le monde chante et se sente autorisé à chanter. Et en fait, pour l'ensemble de toutes ces voix, vous avez vous aussi réalisé un travail d'archiviste cette fois, parce que toutes ces voix, vous les voyez singulièrement, et c'est leur singularité qui vous intéresse, et vous avez des stratégies, vous le disiez, pour que les gens chantent, mais vous avez aussi toute une série de projets qui visent à garder la trace des singularités des voix et à les fixer soit dans des enregistrements, soit à l'écrit. Pour l'ensemble Sébarré, par exemple, qui est un ensemble de création musicale à Marseille, hein, vous aviez participé au projet Palimpseste, qui visait à faire des promenades musicales dans les espaces urbains ou ruraux et à documenter les espaces sonores et pour ensuite les reconstituer ou en tout cas les remettre en jeu dans les espaces urbains et ruraux. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus ? Mais très volontiers. Effectivement, vous avez dit comment je vois les voix, c'est assez beau, voir les voix. On les entend d'abord, mais aussi peut-être on les voit aussi. En tout cas, c'est-à-dire comment trouver une écriture en tant que compositeur avec ce qui fait le noyau subjectif des personnes dans leur voix. Chaque voix est unique. C'est un peu un truisme, hein, mais c'est comme chaque visage. Chaque visage est unique et chaque voix a une couleur propre, une identité propre et une histoire propre. C'est-à-dire que sans que nous y pensions, évidemment, notre voix porte la trace de tout ce que nous avons vécu et de tout ce dont nous avons hérité. Des accents, des inflexions, des expressions, des expressivités, des formes expressives. Et si on les questionne et si on les collecte, à l'aide moi je le fais à l'aide d'un questionnaire, souvent j'adresse un questionnaire aux gens, eh bien les gens me donnent des éléments sur la particularité unique de leur voix. Moi j'entends votre voix ici même, la façon que vous avez de timbrer votre voix, votre timbre de baryton très, très affirmé est très belle, enfin je dirais avec une richesse d'harmonique, enfin je veux dire, je pense que vous êtes chanteur et musicien, enfin je veux dire, je devinerais même, ou alors en tout cas potentiellement. Bon, tout ça, si je vous interroge alors cette fois sur la manière dont vous imitez éventuellement des gens, la manière dont vous faites parler, je sais que vous avez un enfant, donc peut-être que quand vous lui parlez, vous changez complètement votre voix, et pas uniquement pour parler moins fort, mais peut-être que vous projetez aussi sa propre voix. Par exemple, une mère de famille m'expliquait que quand elle avait accouché, sa fille, qui venait de naître, elle lui avait prêté une voix. Et sa fille s'adressait à elle, mais c'était elle, bien sûr, qui créait la voix de sa fille. Et en plus, c'était une Brésilienne, Anna d'origine, et quand elle m'avait donné cette voix qu'elle avait inventée pour sa fille, pour moi, c'est un matériau sonore et musical extraordinaire. Et ce que je dis sur cette voix-là peut s'appliquer à tous les êtres, finalement, qu'on rencontre. Et ensuite, pour moi, l'enjeu, c'est de trouver l'écriture qui permet de restituer quelque chose de ça, avec un chœur, avec des instruments, etc. Donc de faire vraiment œuvre, écriture, à partir de ces archivages ou de ces collectages vocaux. J'espère que je suis clair. Toute ressemblance ou similitude avec des voix existantes ou ayant existé est absolument volontaire. Tout ce que vous entendrez ce soir a été collecté, enregistré, trié, classé, spectralisé, spectrographié, pata-ethnographié au sein de la compagnie ici présente. Et à Marseille, on était confronté à un paysage urbain et je travaillais avec l'artiste promeneur Hendrik Sturm, qui malheureusement est décédé depuis. Et Hendrik Sturm avait une façon extraordinaire de travailler, de collecter tout ce qu'il pouvait. Quand il faisait une recherche, il faisait une exploration et il allait chercher par terre, il s'intéressait à tout ce qui jonchait le sol, à tout ce qui pouvait indiquer la fonction d'un lieu, présente, passée, les strates
géographiques. Enfin, il avait un sens, par exemple, de ce qui se passe dans le sous-sol, les réseaux souterrains, les réseaux technologiques qui nous entourent. Et donc, quand on explorait Marseille avec lui, on était en collectage permanent. Et donc en archivage, parce qu'il allait aussi aux archives municipales pour voir comment les lieux avaient pu évoluer, etc. Bien sûr, il était aussi historien. Mais c'était un collecteur de l'instant présent, de ce qui peut se passer. Et à travers ça, je trouvais ensuite une écriture musicale. J'écrivais des pièces pour l'ensemble Sébarré, qui est un ensemble instrumental, reflétant cette recherche, vous voyez. Et on faisait des promenades dans Marseille, des promenades sonores, et on avait égrené des œuvres, souvent des œuvres du XXe siècle, puisque Sébarré, c'est leur spécialité avec Sébastien Boin, c'est la musique du XX au XXIe siècle. Donc on offrait des promenades qui étaient, oui, des comptes rendus du paysage comme archive, d'où le mot palimpseste, qui veut dire qu'on réécrit sur un texte existant d'autres textes. Et finalement, tout ce qui nous entoure, Paris évidemment, etc., est un palimpseste. Donc avec Henrik Sturm, on travaillait vraiment cette dimension. Vous êtes aussi intéressé à des sujets plus classiques de compositeurs, c'est-à-dire de prendre un thème historique pour en faire un opéra ou un conte. C'est le cas avec Alexandre Legrand, qui est devenu un conte opératique pour 12 musiciens et 2 comédiens et comédiennes. Et on est là encore dans la question des singularités, mais non plus seulement des voix, mais aussi des gestes, puisque ces 2 comédiens et comédiennes sont sourds et signent la performance. Et c'était aussi en miroir avec l'histoire d'Alexandre le Grand qui décide d'aller en Afrique. Et en Afrique, il rencontre, je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est un très beau conte qui est issu du Talmud de Babylone. Le personnage d'Alexandre le Grand a beaucoup intéressé les rabbins et les rédacteurs du Talmud, parce qu'il est l'empereur universel issu de la philosophie grecque. Donc, est-ce qu'il y a des limites à cette raison grecque? Et s'il y a des limites à cette raison grecque, où est-ce qu'elles se rencontrent, ces limites? Donc, ce conte raconte le voyage d'Alexandre en Afrique. Et donc, en Afrique, il va tomber, on peut dire, sur une altérité fondamentale de la pensée grecque. Ben, j'en dis pas plus. Mais il revient d'Afrique en disant, là, j'ai vraiment appris quelque chose. Autant je peux gober tous les pays les uns après les autres, l'Inde, tout ça, autant en Afrique, il y a quelque chose qui me résiste fondamentalement. Quelque chose qui lui résiste du point de vue, je dirais, éthique, du point de vue moral, du point de vue politique, et d'une altérité. Et l'altérité pour les musiciens, le monde des sourds, le monde sourd, est un monde fondamentalement autre. Et c'est pas du tout par goût du paradoxe que j'ai voulu travailler avec des sourds, c'est parce qu'en rencontrant des sourds, je me suis aperçu que leur perception de la musique, de ce qu'est la musique, était assez extraordinaire, était profonde, était différente de ce à quoi je m'attendais, complètement. Et donc j'ai eu envie de travailler pour un public sourd et pour un public entendant, de proposer une œuvre qui soit à la fois perceptible par le public sourd et par le public entendant. Donc c'est vraiment une œuvre, on dirait, hybride, complètement. Donc c'est un conte pour les sourds et un conte pour les entendants. Et donc les comédiens sourds, effectivement, signaient, mais ils ne faisaient pas seulement de signer l'histoire, ils traduisaient aussi dans leur corps, ça touche presque à la chorégraphie, l'énergie de la musique qui était donnée par un percussionniste. Donc l'énergie du percussionniste leur permettait, eux, de s'inspirer pour signer la musique elle-même. Oui, et je crois même que les attitudes des chanteurs et des chanteuses donnaient lieu à une transcription en signe de la part des 2 comédiens et comédiennes. Ça a été une rencontre pour les 12 chanteurs de Musica 13, donc dirigés par Roland Hérabédian, un groupe de musique très savante qui travaille sur des textes écrits, pour le coup il n'y a pas de transmission orale. Ça a été un choc de travailler avec des comédiens et des artistes sourds, et un choc peut-être non dénué d'angoisse, parce qu'on sait bien que la surdité pour les musiciens, évidemment, même si on a Beethoven et quelques autres, c'est une angoisse fondamentale, enfin, je veux dire, la surdité ou le fait de mal entendre, etc. Donc, on a eu vraiment une rencontre passionnante à ce sujet, et les chanteurs devenant petit à petit conscients de leur présence visuelle pour des sourds, et donc se servant effectivement différemment de leur corps. Ça ne veut pas dire qu'ils se mettaient à signer, parce que signer, c'est vraiment un art, mais il y avait vraiment une rencontre assez étonnante autour de cette histoire d'Alexandre, cette histoire antique. Toute votre œuvre est parcourue par un intérêt très présent pour la singularité. Qu'est-ce que c'est la singularité pour vous? C'est ce que l'écriture menace d'effacer, en réalité, la singularité. Parce que si on parle de la singularité des voix, comment on la note? Évidemment, on peut l'enregistrer. Et on a la voix d'un tel ou d'une telle pour l'éternité, d'une certaine manière. Bon. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, justement, la musique, comment la composition peut amener autre chose qu'un simple enregistrement, peut être attentif à d'autres dimensions sonores, les amplifier, les travailler, les sculpter, on pourrait dire, du point de vue sonore. Bref, en faire un travail de composition. Alors là, j'ai pas de recette, si vous voulez. Je suis un compositeur devant
devant son désir de créer à partir des singularités. Mais la singularité et la subjectivité sont des dimensions que l'écriture menace toujours d'évacuer. On ne sait pas comment Monteverdi chantait, on ne sait pas comment les chœurs qui travaillent avec lui, on a la trace de sa pensée musicale, bien entendu. Mais quant à la qualité sonore, c'est exactement la même problématique qu'Arlette Farge avec les archives du XVIIIe siècle. La qualité sonore profonde, donc l'expression, donc l'engagement du corps, ou son désengagement dans certains cas, qu'est-ce que c'était Donc moi, par rapport à une singularité vocale, par rapport à la singularité des voix qui m'entourent, voilà, j'essaye de trouver une écriture qui rende compte de certaines de ces choses. Et qui se retrouve aussi dans la thèse que vous avez rédigée, qui est consacrée à Julius Eastman, qui est un compositeur africain-américain du second XXe siècle. Et dans cette thèse, vous poser des mots pour essayer de comprendre justement la façon dont à la fois la notation musicale, les manuscrits donc, et le temps peuvent s'associer dans l'œuvre d'un compositeur. C'est tout à fait cohérent. Lui-même était un grand baryton, un grand chanteur de formation classique en réalité. Et pourtant, il a inventé une notation complètement non traditionnelle de la musique. Et quand j'ai vu ses premières partitions, en 2009, je crois, grâce à Mathieu Cléiébé-Abonin, qui est un plasticien, qui s'était intéressé à Eastman, sous l'angle aussi politique, africain, américain, etc., je me suis dit, mais est-ce que c'est quelqu'un qui sait noter la musique? Parce qu'il y avait un nombre de paramètres supprimés dans sa notation. Je me suis dit de deux choses l'une, soit c'est quelqu'un qui essaye de noter une pensée, mais sans avoir les moyens solfégiques de le faire, soit c'est un choix esthétique. Et je me suis aperçu que c'était un choix esthétique. Donc la singularité d'Eastman, en l'occurrence, c'est d'avoir été, tout musicien classique qu'il était, d'inventer une notation qui, en tant qu'interprète, nous oblige à faire tout un chemin différent pour restituer quelque chose de ce qu'il a noté. Mais du coup, qui nous libère aussi en partie de la notation solfégique traditionnelle, qui exige de notre corps, d'une certaine manière, une présence, une activité, une action, que la notation traditionnelle nous couperait un petit peu. C'est-à-dire que la notation traditionnelle nous permet d'être en maîtrise, en situation de maîtrise. Et Eastman nous oblige à être en démaîtrise, nous met un peu à nu par rapport à ça. C'est très très intéressant pour quelqu'un qui était quand même très savant par ailleurs, hein. Et donc on peut se poser des tas de questions, pourquoi a-t-il fait ça, comment? Mais en tout cas, ça exige de nous, interprètes, d'en revenir justement à une forme d'interprétation singulière, ou donc ouverte aussi. Oui. Qui oblige à repenser le temps musical justement aussi. Une des œuvres centrales pour cela, c'est Michael, qui se lit un peu comme, vous dites, une bande dessinée ou un storyboard d'une certaine manière. Oui, parce que c'est écrit en cases, et il n'y a aucune notation de durée, c'est-à-dire que chaque case pourrait durer une demi-heure au fond, et on enchaîne les cases comme on veut, quand on veut, il y a des consignes précises, et attention, c'est une partition vocale qu'il a voulu faire avec des non-chanteurs au sens académique du terme. Et ça aussi, c'est un lien très fort pour moi entre Julius Eastman et mes préoccupations, c'est que la voix n'a pas besoin d'être travaillée dans un sens classique pour être manifestée dans ce qu'elle est de plus intéressant, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que je renie toute dimension du chant lyrique ou classique. Ça veut dire que, et Julius Eastman non plus, puisqu'il était baryton classique, il a chanté des opéras, de Britten, etc. Mais ça veut dire qu'on peut, et moi ça a été mon attirance fondamentale, on peut rechercher une écriture qui fait émerger autrement les voix en présence. Donc lui, il a fait Michael avec ses copains instrumentistes et qui ont dit « mais enfin, tu pourrais demander à des très bons chanteurs de faire ça, pourquoi moi qui suis clarinettiste, pianiste ou plombier, pourquoi est-ce que je me retrouve à chanter ça ?» Et justement, c'est ce qu'il voulait. Donc il demande aux voix en fait, d'émerger, il fait dans cette œuvre, Michael, il fait émerger des voix singulières là aussi. Et donc, si nous deux, on se met à chanter Michael, ce sera une autre version complètement différente, et si on demande à des amis de le faire, ben, ce sera encore autre chose. Donc l'œuvre, elle est ouverte à la singularité précisément. Hein. Oui, c'est un autre rapport à l'interprétation musicale elle-même. Et donc à la notation. Voilà. Et toute cette chaîne de transformation, hein, qui vont vraiment de la singularité à une notation différente et à une restitution différente, là je crois vraiment qu'on est au cœur de ce qu'on a évoqué aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment que ce soit les archives du XVIIIe siècle, ou la notation de Julius Eastman, ou ma recherche sur les singularités et mon bonheur avec les chœurs d'aventure, hein, que j'espère vraiment continuer autour des archives Poulaille, etc. C'est une recherche qui est très cohérente du point de vue esthétique. Je crois qu'en effet, grâce à vous, Jean-Christophe Marty, on pourra à la fois faire attention à toute la musique qu'il y a dans les archives, quelle que soit leur période, et aux voix qu'on prend pour en parler et même tout simplement pour chanter.
Merci beaucoup. Merci à vous.